parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Ah non, c'est à voir, qu'est-ce que je raconte, ça commence déjà mal. Le film aujourd'hui est Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Eh oui, la fin, la conclusion magistrale de cette extraordinaire aventure humaine que fut la rétrospective du podcast Un mec qui parle trop et des podcasts à voir sur donc Harry Potter. Et oui, on y arrive. Enfin, le dernier volet, toujours réalisé par David Yates, scénarisé par Stephen Close, sorti le 13 juillet 2011, et ce fut la fin pleine d'émotions de 10 ans de films Harry Potter, 8 films en tout, plusieurs milliards de budget et plusieurs milliards au box-office aussi. Pas sûr qu'ils aient atteint le milliard au niveau du budget, pas certain en fait. Peut-être 1 milliard au budget et plusieurs milliards probablement au box-office en totalité, sans aucun doute. Bref, un énorme projet pharaonique. Donc, commençons par la tradition sur cette rétrospective. Ultime rappel, je ne suis pas fan, j'ai pas lu les livres, c'est le défi cinématographique qui m'intéressait au maximum, et c'est de ça dont je vais essentiellement vous parler, et je vais faire des spoilers, mais alors ça va être la folie totale, hein. Donc si vous connaissez pas, n'écoutez pas, parce que là pour le coup c'est le dernier épisode, donc je vais spoiler tout en long, large et en travers, ce serait dommage. Il y a quand même quelques petites révélations qui sont sympathiques dans Harry Potter, pas toutes, mais il y en a des biens. Donc voilà, c'est le bilan ultime, hein. Hashtag le YouTube Game en sueur et en pleurs de désespoir face à autant de génie, hein. Ouais, je sais, hashtag modestie. Donc Valse des réalisateurs, toujours pour ce dernier opus, hein, puisque Ridley Scott, Night Shyamalan ont essayé de s'entremettre, si j'ai bien compris, entre la réalisation des deux volets. David Yates a dû, grosso modo, plutôt défendre sa chaise, si j'ai bien compris, même si J.K. Rowling était clairement derrière à le soutenir. La production avait prouvé, Warner Bros, qu'ils étaient capables d'imposer des réalisateurs comme Chris Columbus, qui n'était pas au départ le premier choix de J.K. Rowling, qui voulait plutôt bosser avec Steven Spielberg, ce qui est compréhensible, qu'elle a elle-même congédié, mais ensuite elle voulait travailler tout de suite avec Alfonso Cuarón. Et la production avait imposé Chris Columbus au final à la réalisation. J'en ai déjà parlé dans mon premier film, et donc dans mon premier podcast, sur Harry Potter and the Philosopher's Stones, hein, fidèlement traduit par à l'école des sorciers, bien sûr, c'est logique, et hashtag traduction adaptation de qualité, et donc pour ce dernier film, encore des réalisateurs sont revenus, mais évidemment, David Yates a été confirmé, et honnêtement, ça aurait été un peu hard de le virer sur le dernier film, franchement. Même si quelque part, ça peut s'entendre au vu du résultat. Mais je reviendrai là-dessus, posez vos flingues, calmez-vous. Je vais défoncer le film, mais hashtag qu'est-ce qu'il y a ? Non, je déconne, je vais pas le défoncer, mais... David Yates. Bon, on va en parler. Pour la deuxième petite info, avant de commencer, et de ne pas perdre trop de temps aujourd'hui, c'est le seul film de la série qui a été diffusé au cinéma en 3D. En fait, pour la première partie, le 7 en entier devait être en 3D. Je crois même que le 6 déjà, Le Prince de Sang-Mêlé devait être en 3D au départ. Mais au milieu de production, David Yates n'a pas trouvé l'intérêt et a convaincu la production que c'était un gaspillage de se lancer dans une conversion 3D un peu mal faite, sous prétexte de suivre la tendance, hein, puisqu'à ce moment-là, il y avait plein de films en 3D. Vous remarquerez qu'on est quasiment 10 ans plus tard et qu'il y en a de moins en moins. Hein. Comme souvent, la 3D, ça vient, ça part au cinéma, visiblement. C'est encore trop, à mon avis, contraignant, où j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas encore à complètement investir ça artistiquement, on verra. Je reviendrai sur ce sujet à l'occasion sur d'autres films qui ont mieux investi la 3D, comme Avatar ou autre. Bon, j'en ai déjà parlé d'Avatar, mais je ferai peut-être un petit retour sur Gravity ou des films comme ça qui ont, à mon avis, mieux compris ce que la 3D pouvait apporter au vocabulaire cinématographique ou à l'audiovisuel en général. Bon, bref. Et donc, finalement, le film, ils ont commencé à réaliser le premier, le 7 partie 1, donc Les Reliques de la Mort partie 1, en 3D, et finalement, ils ont laissé tomber au milieu de la production, David Yates ne trouvant pas trop, en fait, qu'est-ce que ça allait apporter au récit. En plus, ça compliquait beaucoup le tournage à l'époque, c'était pas très souple. Comment il s'appelle, la technologie que James Cameron avait développée pour Avatar était déjà plus ou moins commune, mais ça alourdissait malgré tout la réalisation, et donc David Yates a vite abandonné l'idée, et donc ils l'ont conservé pour ce dernier film, où on a donc des énormes séquences pensées pour la 3D. Je l'ai jamais vu en 3D, donc je peux pas trop en parler, mais d'a priori, je trouve pas que ce soit flagrant, et je vois où ça a pu servir, mais je pense pas qu'en termes de sens, c'était très intéressant. Je reviendrai là-dessus. Et donc enfin, 10 ans du film, et la conclusion tant attendue était là. Elle est là donc, la conclusion tant attendue de ce podcast, je sais que vous la vouliez. Et donc,
Harry Potter 7 partie 2, qu'est-ce que ça vaut, mais surtout la saga Harry Potter du point de vue de un mec qui parle trop, mais qu'est-ce que ça donne? Et ben d'abord, on va schtroumpfer. La chasse aux Horcruxes continue et amène encore une fois Harry et ses amis à tenter l'impossible. Dérober un Horcrux des coffres de l'inviolable banque de Gringotts. Mais alors que la tâche s'avère encore plus périlleuse que prévu, déjà les troupes du Seigneur des Ténèbres se rassemblent autour de lui et son arme invincible, la baguette de Suro, rien de moins que la baguette la plus puissante du monde. Hashtag pornographie, évidemment. Donc déjà, première surprise, le démarrage du film est laborieux. C'est-à-dire que toute la partie à Gringotts est sympa, le braquage, l'idée d'aller chercher cet Horcrux qui est donc dans le coffre de Bellatrix Lestrange, le fait que Hermione doive se changer en Bellatrix et tout ça, donc ça a donné lieu à quelques dialogues très intéressants avec Ollivander, avec, je crois que c'est le gobelin de Gringotts, j'ai oublié le nom, qui est pas mal du tout, qui est assez subtil comme personnage. Qui fait banquier en fait, un banquier maléfique, mais dans l'idée je trouve que c'est plutôt réussi. C'est rythmé, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a de bonnes idées encore une fois de scénario et de mise en scène par moment, mais je trouve que globalement c'est laborieux. Parce que le film, je trouve, réintroduit les enjeux notamment par plusieurs dialogues. Alors certes intéressants, hein, entre Harry, Ron et Hermione, l'explication avec Ollivander, puis ensuite avec le gobelin dont j'ai oublié le nom là. C'est efficace, mais c'est pas très enlevé, c'est-à-dire que le début en fait réel de l'histoire, c'est le moment de la guerre, c'est le moment de la guerre de Poudlard, c'est quand Harry retourne à Poudlard et que là vraiment on commence à... Enfin quand il retourne à côté de Poudlard, je trouve que là le film commence en quelque sorte, il retourne à Poudlard, il retrouve tout le monde, voilà, c'est vraiment à partir du moment où la mise en place de la bataille, la grande bataille du film se met en place que vraiment le film démarre. Du coup toute la partie à Gringotts est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'elle aurait presque pu être dans le film précédent, parce qu'au final, le film précédent se finissait sur la mort de Dobby, donc déjà, je vois pas pourquoi ils auraient pas pu braquer Gringotts, se faire choper par Bellatrix. Vous voyez ce que je veux dire? Après, puisque c'est le coffre de Bellatrix, vous voyez, j'inverse, je suis en train de couper les cheveux en quatre, mais vous comprenez l'idée, je pige pas l'intérêt, à part d'avoir réduit le temps du film précédent, ce que je peux comprendre pour gagner du temps dans l'errance de Harry, Ron et Hermione, ce que je peux respecter. Mais quitte à faire deux parties, et notamment une partie qui dure 2h30, si je dis pas 2h20 ou 2h30, autant y aller à fond et concentrer le dernier film sur la bataille de Poudlard, ce qui est le cas, mais encore une fois, tous les débuts à Gringotts, à mon avis, fait quelque part ralentir un peu artificiellement ce qu'on attend, ou tout simplement ce que le film a à raconter. Parce que la partie sur les Horcruxes, contrairement au film précédent où il y avait beaucoup d'enjeux entre trois dans la chasse aux Horcruxes, là, le dernier Horcrux hors de Poudlard est un enjeu en lui-même. Harry, Ron et Hermione, ils n'ont rien à régler. Vous voyez ce que je veux dire sur cette chose-là. Donc ça, c'est bien, c'est une aventure, mais ça descend d'un ton par rapport au volet précédent, et surtout, même dans ce film-là, tout seul, ça manque de profondeur. C'est juste, ils savent où est leur crux, et ils y vont. Bah voilà, ça manque d'enjeux pour les personnages, tout simplement. Donc du coup, le film commence quand les enjeux, quand même, pour eux, arrivent. C'est Harry qui commence à parler avec Aberforth, le frère de Dumbledore, même si on ne sait pas qui est entre guillemets Dumbledore, on sent l'importance du dialogue et l'importance de la confiance qu'Harry a envers ce mec. Bref, les enjeux naissent réellement dans ce film-là à partir de ce moment-là. Il y a vraiment une sensation de redémarrage après l'arrivée d'Harry à Poudlard, et en quelque sorte, ou même avant, quand il discute avec Aberforth, on sent que le film recommence. Et la bataille de Poudlard, c'est le vrai cœur du film, c'est le moment où le croisement de la recherche des Horcruxes croise la bataille de Poudlard. C'est là où le film est vraiment intense, qui gagne à tous les niveaux, en profondeur, en personnage, en écriture. Alors en mise en scène pas forcément, mais je reviendrai là-dessus après. Il y a des scènes intéressantes, hein, encore une fois, hein. Mais bizarrement, elles manquent de lien entre elles. Je trouve qu'il y a un manque de choix globalement entre les liens narratifs de ce 7e film. Celle-là, c'est vraiment globalement dont je parle. Il y a vraiment des scènes intéressantes, toutes. Il y en a plein qui sont très intéressantes, d'autres beaucoup moins, mais globalement c'est plutôt intéressant. Même en termes d'enjeux de mise en scène, c'est pas mal. C'est globalement assez efficace. Et il y a des trucs vraiment inspirés. Mais bizarrement, ça manque de lien entre ces différentes scènes. Il y a un manque vraiment de choix.
dans ce qui fait qu'à un moment donné, visuellement, les choses finissent par s'unir. Alors, je prenais comme exemple tout simplement le Harry Potter 3, hein, désolé, mais je sais que beaucoup de gens l'apprécient moins, mais Alfonso Cuarón avait pensé un vocabulaire visuel, c'est le fameux coup de l'iris qui se ferme et qui arrive 2-3 fois dans le film, et qui est vraiment une scansion du temps et du vocabulaire du film. Ou simplement la fin qui est vraiment grosso modo différente et qui est en même temps dans le ton du film. Encore une fois, je vous renvoie à ma critique du troisième, mais l'idée c'était d'être dans la fin de l'enfance et le début de l'adolescence espiègle, et la dernière image est typiquement une image d'espièglerie. On voit le Harry sur son super Nimbus 2000 qui vole super vite, l'image est figée devant l'écran et il dit je fais le serment que mes intentions sont mauvaises. Enfin, c'est vachement bien. Ça, c'est une fin, ça, c'est une conclusion, et ça raconte quelque chose de profond sur le personnage. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, ça crée un vocabulaire qui lie le film ensemble et qui fait qu'on s'en souvient en termes global, pas seulement en termes d'événements. Le deuxième exemple que j'ai en tête de Lian, qui était pas mal du tout, c'est chez Yates et Le Prince de Sang Mêlé. Exclure du livre, exclure de l'adaptation du film tous les passages sur Voldemort. Comme je l'expliquais, moi j'ai pas lu les bouquins, mais c'est des choses que j'ai vues dans d'autres vidéos très intéressantes sur qu'est-ce qui a été adapté et pas adapté dedans, dans les films. Et le fait de laisser Voldemort, de l'histoire de Voldemort de côté, toute la recherche sur les Horcruxes, visiblement énormément de fois, Harry et Dumbledore vont regarder dans la pancine pour retracer toute l'histoire de de Voldemort et tout ça. C'est laissé de côté, et c'est, je trouve, une bonne idée parce que ça concentre vraiment bien le film sur Harry, Ron et Hermione et l'enquête avec Slughorn, qui est le corps du film et qui est très bien, c'est efficace et c'est dense émotionnellement. Malheureusement, le film a des défauts, notamment le dernier plan du film. J'en ai déjà assez parlé dans ma critique, ce fameux moment où on retrouve Harry, Ron et Hermione après la mort de Dumbledore, et honnêtement c'est la mort de Dumbledore, et même autre scène enlevée du livre qui en fait avait clairement sa place dans les films et qui aurait dû être dans le film, c'est l'enterrement de Dumbledore qui aurait dû clairement finir Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, c'est évident, surtout quand on sait ensuite l'histoire avec Rogue. C'est vraiment absurde de ne pas avoir fait l'enterrement. C'était une super idée, ça aurait été hyper intéressant de voir Harry loucher sur Rogue à l'enterrement, avec tous les personnages qui auraient été là. C'était une très belle scène, et Harry aurait pu repartir juste après. J'insiste, j'en ai déjà parlé dans ma critique du 6, mais là pour le coup ils sont passés à côté d'un truc, sous prétexte qu'il va aller faire un nouveau décor. Enfin, je trouve ce prétexte absurde, vraiment pour le coup absurde. La seule raison que je vois concrète et profonde, c'est éventuellement que J.K. Rowling n'ait pas voulu qu'il survole la séquence de l'enterrement, ce que je peux entendre. Mais honnêtement, même elle, je vois pas pourquoi elle l'aurait refusé, parce que c'était une super chip, c'était une très très belle fin pour le film, bien meilleure que ce plan. On les retrouve tous les trois dans le clocher, où ils disent en fait, tout ce qu'on a fait là avec Dumbledore, ça a servi à rien, la suite au prochain épisode. Ce qui est vraiment très très faible, j'insiste. Et ensuite, on voit le Phénix partir, et c'est très faible par rapport à ce que ça aurait pu vouloir dire de Dumbledore. Et l'autre exemple de Lian que je trouve intéressant aussi, c'est toujours chez Yates, dans le volume 1, c'est les images de fin du monde qui accompagnent l'errance des héros durant, je crois, 40 minutes à peu près sur 2h20. L'un des sujets forts du film, c'est l'errance, la perte, la difficulté de partir à la recherche de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est vraiment une excellente idée, et ça c'est le thème central du film, c'est présent, et la fin du film, du coup, a réussi malgré tout à être remportée parce qu'ils arrivent à trouver les Horcruxes, mais plus que ça, ils arrivent à se retrouver enfin tous les trois dans cette nouvelle situation, dans tout ce que cette guerre leur a imposé. Donc il y a du lien, vous voyez ce que je veux dire ? Dans le 7, faut mieux comprendre. Tout est efficace, enfin le 7 partie 2, tout est efficace, mais tout semble un peu seul. C'est comme si c'était un film par séquence. Le film est bourré de moments cool et fun et touchants, il n'y a pas de problème. La dispute entre Harry et Belfort, c'est une belle séquence, elle est plutôt cool, même si elle est courte. McGonagall qui défend Harry contre Severus, c'est cool. Même avant, Gringotts, la fuite en dragon, tout ça, c'est des jolies séquences, il n'y a pas de problème. Mais non, il y a toujours une sensation, au final, de manque de lien visuel, plastique, musical. On a l'impression de voir des moments différents. Et c'est dommage parce qu'il y a une vraie montée quand enfin la bataille et la chance aux Horcruxes se mettent à se croiser. Les personnages se mettent en place et échangent souvent des derniers gestes plutôt touchants et émouvants. Fred et George, Tonks et Remus, Harry et Ginny. Et c'est touchant
au-delà même de connaître les personnages, parce que c'est dynamisé par le contexte. J'insiste, je suis toujours sur mon même truc, moi. Un film doit se suffire à lui-même. Et à un moment donné, quand le film arrive à proposer une émotion qu'il tient, le fait qu'il ait un contexte autour, ou des films autour qui parlent de lui, renforce ce film. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut d'abord que le film ait ses propres enjeux forts et placés en lui-même. Pareil, le début de la bataille, avec le golfe de protection et l'attaque, grosso modo, je dis les fusées, mais avec tous les hommes de Voldemort qui tirent, et on suit ces tirs là sur le bouclier de protection, mais c'est classe, c'est des très beaux plans, c'est très fort en termes symboliques, on voit vraiment la confrontation, le fait qu'on est vraiment passé dans un contexte de guerre pure et dure, de guerre magique en plus. La séquence d'après avec Luna qui s'impose face à Harry, qui est une belle conclusion pour le personnage de Luna notamment, qui montre qu'elle plane pas et qu'au contraire c'est quelqu'un qui avait beaucoup plus les pieds sur terre qu'on ne le pensait dans la série, et on le sent dans ce film là qu'elle est un peu au-dessus, qu'elle plane un peu, et Harry Luna remet Harry à sa place en lui disant clairement j'ai compris où se trouve leur crux, espèce d'imbécile, et je trouve que c'est une belle séquence aussi, c'est pas une séquence mais c'est un bon moment qui fonctionne avec la tension du moment. La bataille, bien sûr, dans la salle sur demande avec les flammes animales, là. Ça aussi, c'est vraiment une belle séquence, très spectaculaire. Ils doivent fuir sur les balais. Et puis Harry qui insiste pour récupérer Malfoy, qui aura du sens après. Tout ça, ça fonctionne bien, c'est dynamique. J'aime aussi beaucoup, personnellement, pour la petite parenthèse, le détail du sortilège dangereux qui est non maîtrisé. Vous savez, on voit un des acolytes de Malfoy qui agite sa baguette parce qu'il y a des flammes qui en sortent toujours, il n'arrive pas à arrêter le sort. Je trouve ça plutôt cool, sachant qu'il a lancé un truc complètement fou, c'est un sort de flamme qui les poursuit, avec des animaux en flammes qui se transforment, c'est complètement dingue comme sort. Ça, c'est un rappel malin en fait, c'est ça qui me plaît, que c'est des étudiants et qui sont un peu dépassés par les événements et qui font un peu n'importe quoi. Et la séquence commence avec ce truc comique de Ron qui lui recourt dessus parce que ce même acolyte Malfoy a tenté d'envoyer Avada Kedavra, donc le sort de mort, sur Hermione, sur sa copine, et puis il leur court après en disant « Ah, c'est ma copine, espèce de connard, machin, blablabla ». Et il revient en courant et t'as ces flammes qui détruisent vraiment tout, qui au départ sont une blague, mais qui sont en fait, qui est un sort très très puissant. Donc j'aime bien l'idée que le mec qui l'ait lancé soit un peu à la masse de son propre sort. Évidemment, symboliquement, il meurt dedans, ce qui est aussi, je trouve, logique et plutôt bien amené pour le coup. Pour l'autre petite parenthèse dans la parenthèse, il faut savoir que d'habitude, Drago avait avec lui 2 acolytes, 2 jeunes garçons, et dans celui-là, il n'y en a plus qu'un seul. Et bien figurez-vous que l'autre aurait été arrêté, je crois, pour une histoire de mœurs, je crois, ou un truc assez glauque, et du coup la production l'a logiquement, entre guillemets, exclu du tournage, et c'est pour ça qu'à partir de celui-là, ou du précédent, je sais plus, qu'à chaque fois qu'on voit Drago, il n'y a plus ces 2 copains, mais il y a le Black qui est avec eux. Donc, autre séquence qui fonctionne bien, c'est la colère de Voldemort, qui explose le globe de protection, qui est une belle séquence aussi, parce que c'est un vrai lancement émotionnel du cœur de la bataille. Son Horcrux a été détruit, encore un, il est blessé, et boum, il balance une sorte de boule, enfin d'éclair hyper puissant qui détruit à lui tout seul la protection, et puis c'est une bonne gradation de la bataille qui est intelligente. Pourquoi il arrive enfin à tout péter, à leur dire écoutez, moi je vais plus attendre parce que là je me suis encore fait blesser, ça le fait pas. C'est parce que voilà, il a été blessé. Enfin, je trouve que émotionnellement c'est intéressant et c'est une bonne gradation de la bataille, c'est-à-dire petit à petit on a de nouveaux éléments. Malheureusement, je trouve que dans le film la bataille, elle est globalement, c'est une autre critique sur la bataille de Poudlard, c'est pas très bien élaboré. Grosso modo, la bataille de Poudlard, il y a une protection autour de l'école, et ensuite c'est du corps à corps, quoi. On y va, on bourre au cac, comme disent les joueurs de MMO. Mais là, je trouve qu'on est dans un monde magique, du coup c'est un peu décevant. Beaucoup d'idées spectaculaires, il y a des tas d'effets de ralenti, des trucs qui sont vraiment sympas. Tu vois, ils envoient des stupéfixes dans tous les sens, puis il y a des mecs qui volent, qui passent par les fenêtres et tout, t'as des grands gobelins, des armures, des pierres, donc c'est sympa, il y a des liens de l'inventivité, c'est spectaculaire. Mais ça manque de structure, de mise en suspense, et je donnerais comme contre-exemple que je trouve qui fonctionne très bien, c'est le Seigneur des Anneaux. Aussi bien la bataille du gouffre d'Helm, ou même la bataille du Gondor dans le 3e, il y a une gradation des événements. D'abord, il y a les ennemis qui arrivent, qui se présentent, qui sont menaçants. Donc ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, ils arrivent à dépasser une première défense, qui est les projectiles, excusez-moi.
tout ce qui est catapulte, ainsi de suite. Ensuite, ils doivent s'attaquer aux troupes au sol. Bah là, en l'occurrence, dans Harry Potter, on avait donc les soldats de pierre, mais vous comprenez l'idée, des troupes au sol. Il y aurait pu avoir aussi des mecs dehors qui auraient dit, écoutez, moi, il vaut mieux mes sortilèges fonctionnent dehors, machin, blabla. Je sais pas, il y avait des choses à inventer pour grader encore. Et une fois que cette équipe-là, elle a été eue, ils s'attaquent au mur, il faut encore qu'ils pètent les murs. Et ensuite, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, une gradation d'une grande bataille. Ça, il y a des étapes où, au-delà d'un certain point, on sait que ça devient grave. S'ils arrivent à rentrer, par exemple, la gradation, c'est dans le Game of Thrones, le fameux épisode de la dernière saison, si je vais spoiler le moins possible, mais si les assaillants arrivent à rentrer dans le château, bah c'est la merde. Là, vraiment, on ne saura pas si... On va pas s'en sortir, quoi. Donc, globalement... Pardon, excusez-moi. Évidemment, le jour où je dois enregistrer le dernier épisode de ma rétrospective, j'ai mis 1 an à la faire sur Harry Potter. Le jour d'avant, ma fille m'a pas laissé dormir des masses. J'ai dormi 1 heure, donc excusez-moi, je vais essayer de bailler le moins possible. Je suis vraiment désolé. Hashtag, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, je fais ce que je peux. Donc voilà. Et vous voyez, il y a une gradation dans les scènes de bataille. On peut pas les faire comme ça, juste... C'est décevant, c'est minimaliste vraiment, hein, de dire voilà, ils ont une protection, puis quand cette protection est pétée, ils rentrent dedans. Alors je sais peut-être que c'était comme ça dans le bouquin, mais moi je m'en fous. Au cinéma, on en a vu d'autres, des batailles qui arrivaient à mettre de l'intensité et de la gradation. Il y a quelques idées, hein, c'est l'idée qu'ils veulent passer par devant et par derrière, grosso modo, Poudlard, et donc tu as d'abord la protection qui tombe, une fois que la protection est tombée, ils ont aussi l'idée de faire exploser ce fameux pont qu'on voit beaucoup dans les films. Qui est une belle séquence aussi, c'est une bonne idée, mais ça ne suffit pas, parce que dans l'entrée principale, c'est voilà, on envoie les gobelins, mais il n'y a pas cet effet de gradation, d'intelligence militaire, entre guillemets. Et ça aurait pu être le cas chez Voldemort, je pense que ça aurait pu être, même pour le coup, même le cas chez McGonagall ou d'autres, il y avait de quoi être, entre guillemets, inventer quelque chose, se préparer à quelque chose. Dumbledore a rien préparé pour ce genre d'éventualité. C'est ça qui me pose problème, c'est ce manque de structure qui crée une gradation un peu rapide, et ça, du coup, ça amoindrit clairement les émotions. Ça accélère la narration à un endroit où elle aurait eu toute force de prendre son temps. Je vous renvoie à la fameuse bataille du gouffre d'Helm, avec la pluie qui arrive, ils attendent, les ennemis qui arrivent petit à petit, qui se mettent en place, qui tapent au sol, qui leur font peur. Vous voyez, il y avait tellement de choses à faire pour créer une gradation beaucoup plus subtile et beaucoup plus intense de cette séquence. C'est dommage d'avoir réduit ça à « on est protégé », on fait péter la porte arrière, et ensuite c'est la guerre. Enfin, vous voyez, quoi. C'est la bagarre, comme on dit. Alors, il y a des beaux plans de Harry, Ron et Hermione au cœur de la bataille, avec même la mort de Lavande, qui est une idée sympa, même si, encore une fois, ça manque de lien visuel. On est encore globalement dans cette bataille, dans quelque chose, une chose après l'autre. Il n'y a pas assez de... avec des cuts et un vocabulaire différent. Je vais donner juste un exemple. Il y a grosso modo, quand on est sur Harry, Ron et Hermione, une caméra de guerre qui les suit au niveau du sol, plus ou moins, t'as quelques plans par-dessus, mais on est quasiment en steadicam avec eux, quasiment, puisqu'en fait, je crois, si je dis pas de bêtises, on est sur des rails. Et on coupe, on arrive sur la mort de Lavande, et là, on a 3 plans fixes de nouveau. Enfin, je veux dire, ça manque d'un cœur visuel décidé. Globalement, la bataille n'a pas été assez préparée, je trouve. Surtout que il y a plein d'instants cruciaux, parce qu'elle manque de structure, purement et simplement. Alors là, vous m'excusez, depuis avant, je me rends compte que je suis le scénario du film, grosso modo, mais je pense que ça va vous permettre de bien comprendre, de bien exemplifier le fond du problème que je vois avec ce film. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans la conclusion. Hashtag énorme suspense insoutenable, évidemment. Excusez-moi. Oui, la scène de bataille est conclue donc par la mort de Rogue, qui est une mort hors champ, avec un bruit comme ça, on est derrière la vitre, on entend Nagini plusieurs fois le mordre et lui envoyer du venin alors qu'il a déjà la gorge tranchée. Alors c'est une violence PG-13, c'est-à-dire une violence que les enfants peuvent voir, donc on est hors champ, mais je trouve qu'elle est cool cette scène, je trouve que la violence de la scène fonctionne bien, que le bruit de Nagini qui le pique 5-6 fois, ou je sais pas, qui vraiment lui met du venin jusqu'au sang, c'est très très beau, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et en plus derrière il y a Harry qui veut aider Rogue, qui pour moi est presque un contresens, parce que on le voit clairement au début du film lui dire que c'est un traître et que voilà, il va lui péter la gueule, et là en l'occurrence il va mourir, et d'un coup il dit ah bah en fait tu vas mourir, ça m'émeut, bah oui d'accord, ok, c'est un ado, donc il a peut-être cette capacité là, mais quand même on est dans une zone de guerre, il est considéré comme un ennemi,
jusqu'à preuve du contraire. Enfin voilà, donc j'ai eu du mal à comprendre ce revirement un peu rapide, mine de rien, mais bon, au final, la séquence est belle. Et puis il y a vraiment une sensation de torture psychologique, physique, dans le fait que voilà, il est en train de mourir là, que Voldemort l'achève même pas, il le laisse claquer comme ça, c'est plutôt glauque. Et j'aime bien l'idée de l'alarme est jolie, ça fonctionne bien, et puis ça renvoie tous les fans de la série à la pancine. Et ceux qui connaisseraient pas la série sur ce film, pour le coup, on a fait de suspense, genre mais pourquoi il lui donne une larme? Ça a l'air très important. Ensuite, perso, j'aime beaucoup aussi l'idée de la voix de Voldemort, vu que là c'est le moment où la guerre s'arrête et il parle encore dans la tête de tout le monde, par télépathie entre guillemets, et j'aime vraiment la sensation de torture physique et psychologique de sa voix sifflante et coupante. C'est vraiment un très bel effet. Moi j'aime beaucoup cette séquence-là, et c'est un des effets que je trouve les mieux pour rendre le côté horrible de Voldemort et son côté extrêmement violent. J'aime beaucoup cette scène. Ensuite, on a la scène de la pancine sur laquelle je veux revenir aussi avec Rogue, sur la scène qui renvoie donc à toute l'histoire de Rogue, qui est pour moi, je vais être clair, le meilleur moment du film, parce que ça ne réclame pas de connaître la série du film pour comprendre la beauté et la profondeur du sacrifice de Rogue. Même quand j'avais vu, excusez-moi, quand j'avais vu les films au cinéma à l'époque et que j'avais pour le coup oublié des personnages ou autres, ce moment-là m'avait beaucoup plu, m'avait beaucoup marqué. Et je m'étais dit tout de suite, waouh, c'est rien que pour ce personnage-là, je suis content d'avoir vu les films au cinéma. Et d'ailleurs, j'avais oublié de le dire, mais le premier plan du film est sur lui qui regarde Poudlard. Et c'est pour moi un sous-entendu que c'est probablement lui le meilleur défenseur de Poudlard, pour le coup, hein, dans son rôle de contre-espion qu'il a parfaitement maîtrisé et qui lui a demandé d'aller très très loin, de tuer Dumbledore alors que visiblement il n'en avait pas envie, d'aller très très loin dans la protection d'un enfant qui est le symbole vivant du fait que la femme qu'il aimait ne l'aimait pas en retour et n'a pas voulu être avec lui, femme qui l'aimera de manière romantique toute sa vie et que visiblement il n'aimait personne d'autre, donc c'est un personnage qui est pour le coup très profond, et son dévouement à défendre pour le coup Poudlard est indéniable. Il s'est sacrifié complètement, aussi bien physiquement que émotionnellement, amoureusement. Pour la petite parenthèse sur Rogue d'ailleurs, pour le personnage de Severus, J.K. Rowling n'avait dit en fait qu'à Alan Rickman, l'acteur qui joue Rogue, le destin de Rogue. Et elle lui avait dit pendant le tournage notamment de Harry Potter. Et c'est le seul qui l'a su jusqu'au bout, quasiment jusqu'à ce que le dernier livre sorte. Pour moi, ça, honnêtement, c'est une erreur. Les réalisateurs auraient dû être au courant. Les réalisateurs auraient dû être au courant parce que je pense que l'acteur a dû se démener pour maintenir le personnage contre la nature des films parfois. Et je trouve que c'est un effort inutile à donner à un acteur. Les réals qui sont passés sont pas assez idiots pour éventer le nœud central de la saga. Par contre, ils auraient pu faire du foreshadowing hyper intéressant, à tenter notamment, sur Snaps dans chaque film. Ils auraient pu vraiment porter le personnage à chaque fois un degré plus loin, en termes de mise en scène. Et en leur disant pas, on a privé ça. Je trouve que par exemple, dans Harry Potter 4, la scène du bal dansant est très intéressante, parce que j'aurais aimé que Rogue regarde par exemple Harry et Cho et des réminiscences du père d'Harry et des choses comme ça. Pas forcément directement, mais qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Pareil dans Harry Potter 6, l'orgueil de Rogue contre le père de Potter parce qu'il est amoureux, ça aurait dû être beaucoup plus... Il y avait un foreshadowing à faire, je pense. Alors, c'est peut-être assez présent dans Harry Potter 6, mais vous comprenez l'idée. Et c'est dommage, parce que je pense que dans tous les films, il y avait quelque chose à faire avec ce personnage, simplement de plus affirmé, de plus franc. Alors, ça joue bien sûr sur du suspense et du cachet, mais je pense qu'il y avait quelque chose à... On le sent quand le film ne maîtrise pas où va le personnage, et malheureusement, dans certains films, c'est le cas. Notamment, je trouve, dans Le Prisonnier d'Azkaban, Quaron ne sait pas l'avenir de Rogue, et ça se voit. Et du coup, il en fait un antagoniste un peu... pas très profond en fait dans ce film-là. Peut-être aussi, je trouve que c'est dommage quelque part d'avoir rendu ça peut-être trop même abstrait dans les différents films et que ça se révèle essentiellement dans les 3 derniers. Je trouve que ça débarque un peu dans le dernier film de nulle part. Au final, le vrai ressort de l'intrigue concernant Rogue, c'était est-ce que c'est un traître ? Alors c'est conclu par une belle histoire d'amour romantique, mais ça aurait pu être plus fort en étant conscient, entre guillemets, chez les réalisateurs de la saga, avant le dernier livre.
Et là, je trouve que ça renvoie probablement à la vision livresque que Rowling a du cinéma, je trouve. Mais je reviendrai là-dessus après. Vous commencez à comprendre à peu près où je vais en venir. Ensuite, pour continuer juste les séquences, il y a le décomptage des morts dans l'ancienne salle iconique de la série, la fameuse salle de banquet, que j'ai eu du mal à reconnaître. Honnêtement, il a fallu que je voie une vidéo qui dise oui, c'est dans la salle de banquet. Donc je pense qu'il manquait ce fameux plan iconique. Enfin, il y est, mais je trouve que là, c'est presque trop détruit pour qu'on comprenne que c'est cette fameuse pièce. J'aurais presque aimé qu'ils aient gardé les tables, entre guillemets, un peu plus pour qu'on comprenne un peu plus que c'est cette pièce-là. Bon, alors peut-être que les fans vont me dire que je suis un glandu et que j'avais pas compris que c'était cette fameuse pièce-là, mais honnêtement, il me semble qu'il manque un truc. Alors c'est ma sensation, après je me trompe peut-être. Hein. Et je trouve qu'en plus dans cette séquence, même si j'aime beaucoup l'idée du décompte des morts, que c'est une séquence forte, surtout quand une guerre est grosso modo en 2 volets, ce qui est là pour le coup une bonne idée de gradation de la guerre, mais je trouve qu'il manque un vrai plan large d'ampleur du nombre de gens qui sont là. J'ai l'impression quand on mate cette séquence qu'ils sont 50, alors qu'en fait ils sont 1000, 3000, enfin ou alors j'ai mal compris, hein, mais il m'avait l'air d'être beaucoup plus nombreux que ça. Alors pourquoi ils ont choisi de minimiser dans la mise en scène ce décor et cette scène? Ça fait un peu petit, c'est ça qui est bizarre. En plus, il y a des morts qui sont très belles, hein, que ce soit celle de George, celle de Remus et Tonk. Les castings en plus est tous présents. Il y a même Emma Thompson qui a le rôle de la fameuse prof là qui dit la bonne aventure, qui lit le futur et tout ça, qui fait une prémonition très juste dans Harry Potter 2, si je dis pas de bêtises, et qui revient de manière logique et qui est venue exprès pour cette séquence-là pour dire qu'elle était là, que le personnage était là. On le voit pas se battre ni rien puisque c'est la seule séquence qu'elle a tournée. Mais voilà, elle est revenue express pour cette scène alors qu'en fait elle était dans un tournage sur un autre film. C'est-à-dire que les acteurs étaient vraiment impliqués. Hein. C'est dommage de ne pas être allé plus loin parce que la scène est sobre et c'est bien, mais elle aurait besoin cette scène d'avoir plus d'ampleur globalement. Et globalement, c'est un problème chez Yates. Il est perdu quand il faut mettre de l'ampleur. Et je suis obligé de mettre en parallèle Jackson sur le Seigneur des Anneaux, ou même le Hobbit, qui est une trilogie plutôt ratée, mais qui arrive à obtenir une vraie ampleur dans ses séquences d'action, entre autres, notamment. Mais je reviendrai encore une fois là-dessus, sur les soucis, à mon avis, de David Yates. Le sacrifice d'Harry aussi est une belle scène, avec la tante de Voldemort qui commence à péter les plombs, là, à tuer ses hommes parce qu'il en a marre d'attendre, ou je crois qu'il les tue après, en fait, je sais plus, qui est en plus de plus en plus faible et irritable. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on le sent, c'est présent dans la narration, c'est présent à l'image. Et j'aime beaucoup le plan large, avec Voldemort à droite et Harry à gauche qui rentre dans le plan, si je dis pas de bêtises. Avant le sort mortel, avant le Avada Kedavra, il y a un côté westernien, la photographie de la forêt est très belle, avec des verts, des noirs très sombres comme ça, profonds quasi, des verts émeraudes. C'est une sorte de romantisme allemand, ça m'a beaucoup fait penser à des tableaux de Friedrich, c'est très très beau. Enfin voilà, pour le coup, super photographie. Pareil ensuite pour la scène de paradis avec Dumbledore, c'est une jolie scène, mais encore une fois, je trouve que c'est un autre film. Alors pourquoi pas, parce que c'est une scène qui se passe au paradis, entre guillemets, mais perso, je trouve que ça manque, encore une fois, de lien. C'est encore une séquence qui arrive dans le film avec son propre vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas mieux l'exprimer, c'est une séquence qui a l'air d'être hors du film. Au-delà d'être, je comprends, là pour le coup ça se défend un peu mieux, puisqu'il est au paradis, il est vraiment dans quelque chose de parallèle. Mais j'insiste, c'est le reste du film aussi est comme ça. Et puis la fameuse fin de la bataille, avec Malfoy qui fuit, Londubat qui fait preuve de courage, tout ça qui s'affirme devant Voldemort, tout ça qui est plutôt classe, Ron et Hermione qui vont se battre contre Nagini, et puis Harry contre Voldemort dans toute l'école, la mort de Longandy qui se fait tuer par Londubat, puis la mort de Voldemort. Tout ça c'est sympa, c'est dynamique, ça emmène bien la fin du film, je trouve c'est sympathique. Mais je trouve qu'il n'y a rien qui est au-dessus du reste, tout est égal. À tel point que Voldemort meurt un peu comme on tourne une page d'ailleurs. Encore une fois, j'insiste, c'est une fin dynamique et un peu touchante. Il y a plutôt de belles choses. Hein. Londubat, c'est vraiment mignon. C'est plutôt touchant comme moment. Les différentes morts qu'il y a eu avant. Les différents effets de mise en scène concernant la mort d'Harry qui sont tout à fait corrects. Mais encore une fois, c'est pas bouleversant. C'est pas bouleversant après 8 films. Oui, hashtag je me répète. Oui, hashtag je me répète. Oui, hashtag je me répète. Donc c'est pas... Oui, hashtag je me répète. Donc c'est pas... Oui, hashtag je me répète. Donc, 8 films.
Ça aurait dû nous bouleverser, ce moment-là. Et c'est plus le moment avec Rogue qui nous a bouleversés, il me semble. Alors pourquoi je trouve qu'il y a eu quelque part cette peur d'avoir de l'ampleur, d'exagérer quelque part. C'est quoi? C'est le flegme anglais? Non, je caricature, c'est du racisme gratuit. Mais je veux dire, je donne un exemple. Le vrai combat entre Ron, Hermione... vrai combat, excuse-moi. Il aurait fallu un vrai combat entre Ron, Hermione et Nagini, pas seulement un moment. Ou même Nagini contre Londuba, il aurait fallu y aller. Il débarque, il lui coupe la tête. Je comprends l'effet de surprise, mais encore une fois, ça accélère la narration à des endroits où elle aurait besoin... elle aurait eu besoin peut-être de prendre son temps, d'être plus forte. Harry et Voldemort qui se poursuivent dans tout Poudlard, c'est une belle idée aussi, pas de souci. Mais je vois pas pourquoi on n'a pas encore poussé le truc. Harry, il aurait pu être sur son balai, plutôt que de faire ce plan de fusionnement entre deux qui est symbolique et qui est un peu spectaculaire. Et pourquoi pas le garder dans le film? Mais j'insiste, on est au cinéma. Vas-y, lâche-toi. Fais-nous faire des tours dans tout Poudlard. Emmène-nous dans une sorte de roller coaster, vraiment. Je comprends l'idée, hein. Ils ont la scène en vue subjective où Harry et Voldemort se battent l'un l'autre. En plus, c'est une réminiscence du film précédent avec la scène où Ron est désarticulé. Du coup, excusez-moi. Encore une fois, je rappelle, j'ai dormi 1 heure, je suis vraiment désolé. Et du coup, c'est cool parce qu'en ayant vu la saga, par exemple, on sait que ça peut être vraiment dangereux. Et même sans ça, ça reste un plan plutôt classe. Hein, le fait de les suivre tous les deux, de les voir s'unir dans leur tête et tout ensemble, c'est plutôt classe. Mais j'insiste, il y avait autre chose. Enfin, il fallait aller plus loin pour que ça gagne à un moment donné. Et ce film manque clairement d'un moment qui est au-dessus des autres. C'est la mort de Severus, mais c'est malheureusement pas le sujet central du film. Et c'est là où le film est compliqué, c'est qu'il commence sur Rogue et il finit presque sur Rogue, d'une certaine manière. Mais je reviendrai là-dessus après. Pour donner un exemple de gradation, je trouve bien fait, c'est le Hobbit, le 3e, la bataille des 5 armées. Le film est naze en termes d'histoire. Honnêtement, il est vraiment pas terrible. Mais même la version longue de ce film, qui est plutôt chiant, encore une fois, le Hobbit 3, c'est pas très intéressant dans les résolutions autour des personnages, globalement, ça tombe vraiment globalement à plat. Bah, je vous dis que même en ayant une histoire relativement chiante, la version longue de la bataille des 5 armées, mais c'est ultra spectaculaire, hein. Ils ont laissé l'équipe créative taffer, ils ont inventé des moments, mais c'est juste dingue, je vous laisse découvrir, je ne veux rien spoiler. C'est visuellement hyper fun, à voir tout ce que les nains ils font, c'est vraiment très très fun. Et je trouve que là, par exemple, c'est un truc que Yates ne sait pas faire, laisser travailler l'équipe créative, s'amuser avec la magie, afin d'inventer des trucs auxquels ni lui, ni J.K. Rowling ont pensé, et qui font que ça devient spectaculaire. C'est ça la force à un moment donné d'un climax, c'est de célébrer le film visuellement, surtout quand c'est la fin d'une saga. Alors, j'insiste, là j'ai un peu fait le tour des séquences, mais la cohérence, grosso modo, d'écriture du film est assez inattaquable, sauf pour le gros défaut du miroir dont j'ai déjà parlé dans la partie 7, dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, donc je vais pas revenir dessus, hein, le fait que ça arrive de nulle part, et que c'est clairement pour faire gros un abandon du travail d'adaptation de Rowling par Stephen Kloves, je suis désolé, et par David Yates. Ils ont choisi de dire écoute, le miroir est là en livre et il l'aura dans le film, alors qu'il y avait plein, à mon avis, d'idées pour pouvoir faire ça. Mais ça fait pas tout l'écriture attaquable et cohérente au cinéma. Ça doit devenir un événement, un film conclusif, ça doit être un truc au-delà de ça. Mais Harry Potter 7 partie 2, à l'image de la dernière séquence, on dirait un vieux Harry et sa bande de copains qui ont vieilli. Harry Potter 7 et partie 2, c'est des parents qui sont tout jolis, sages, et qui regardent partir leur enfant en souriant. C'est-à-dire que c'est mignon, c'est joli, c'est plutôt bien écrit, c'est une belle chose, mais c'est chiant. Enfin, c'est beaucoup trop sage. C'est une vision sage, mais endormie de la vie, je trouve, du tourbillon d'émotions qu'aurait pu être cette série de films, et notamment ce dernier film, au-delà même d'être une conclusion de l'histoire. Bon, j'ai passé à la conclusion quand même de ma critique de Harry Potter partie 2, parce que je pense que vous avez compris grosso modo où je vais en venir. Le film est sympa. Il a plein de bons moments qui sont marquants.
Conclusion oblige, mais honnêtement, c'est plutôt bien géré. Le vol sur le dragon, la protection de Poudlard, comme j'en parlais avant, Luna et Harry, c'est une belle séquence, la bataille de Poudlard, les morts, les morts à l'écran et la fameuse scène de la mort de Rogue qui est vachement bien, excusez-moi. Oui, la mort de Rogue qui est magnifique, franchement, émotionnellement, avec Alan Rickman qui est juste splendide. Le montage dynamique, mais touchant de cette séquence, avec le fameux Always, toujours, qui est vraiment très très beau. Les morts au combat, avec la fameuse scène où on voit Remus et Tonks par terre, George et tout ça, toute la famille Weasley autour de Dumbledore qui est mort, et c'est une belle séquence, parce qu'on suit beaucoup cette famille pendant la série, et elle revient, elle a une vraie position dans ce film-là, du coup, ça marche très bien, avec notamment, vous voyez, quand je dis que un enjeu, ça doit être remis en place dans le même film, le moment où Ron, Ginny arrive, retrouve Harry, et court l'embrasser sans même dire bonjour à son frère ni rien, et que Ron il dit ouais mais je suis quand même son frère, ça fait 6 mois qu'elle m'a pas vu, voilà, ils ont une famille, ils ont une grande famille, il dit l'importance de la famille pour lui, donc du coup quand il tombe en larmes sur le corps de George par terre, c'est super beau parce que c'est simple, sobre et très très beau parce que ça a été amené. C'est ça que je veux dire par enjeu dans le film et enjeu sur la saga. C'est oui, mais d'abord ça doit être un enjeu du film. Il y a le sacrifice d'Harry qui est aussi une belle séquence et qui donne lieu à cette fameuse séquence avec Dumbledore. Enfin bon voilà, vous avez compris le délire. Le film est bourré vraiment de séquences belles, marquantes, et je comprends que pour les fans qui ont suivi les films, ce sont de belles conclusions, et même en soi le film est sympathique, on sent que c'est une conclusion globale et ça marche plutôt bien en termes d'histoire. Mais aussi, il y a aussi le film aussi bourré de moments beaucoup plus random. La mort de Bellatrix Lestrange, c'est un chant contre chant assez paresseux et pas très intéressant. Oui, bon, c'est la mère Weasley qui la tue. Bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Ça va pas plus loin que ça. La mort de Lavande aussi, comme je disais, qui en termes de mise en scène est d'un seul coup un peu catapultée. On comprend l'idée, c'est une belle séquence. Je dis pas que Lavande était un personnage hyper important. On a juste retenu son nom à cause d'Harry Potter 6, mais c'était intéressant à un moment donné d'essayer de donner du poids à ces événements autrement qu'en faisant un montage très académique et scolaire. Et puis globalement, le passage à Gringotts au début, je trouve qu'il est un peu en deçà du reste du film. Bref, j'insiste, Harry Potter 7, partie 2, avait vraiment un gros potentiel qui est que demi-exploité, pas assez exploité. Je vais donner un exemple. La structure de Poudlard qui avait été mise en place par Alfonso Cuarón dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est-à-dire c'est lui le premier à avoir mis en place, comme je le disais dans ma critique de ce troisième film, une architecture de Poudlard avec précise, géographique, avec la cabane d'Hagrid qui est posée à un certain endroit, le Solconnier qui a un autre, ainsi de suite. Donc une géographie qui fait que c'est hyper intéressant à réinvestir dans un film qui conclut la saga et qui précise de manière dynamique qui est où, et ça c'était grave utilisé dans la bataille de fin du film, parce que là au final le découpage de Poudlard dans le film, la sensation qu'on en a c'est qu'il y a une façade et une porte derrière et c'est tout, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça Poudlard, et je trouve que là vraiment pour le coup j'aurais aimé qu'on voit la cabane d'Hagrid être détruite, j'aurais aimé qu'on voit où est le Solconnier, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il résiste, j'aurais aimé que la forêt autour, la fameuse forêt avec les araignées et tout ça, fasse quelque chose contre l'armée de Dumbledore. Il y avait tellement de choses à faire avec toute cette architecture-là qui est très mal exploitée, je trouve, au final, dans ce film. Autre élément, comme je disais, une bataille, ça se structure en plus de 2 parties, surtout quand c'est le climax de 8 films. Encore une fois, le Seigneur des Anneaux 2 et 3, ils ont le même climax, c'est une bataille. Mais dans le troisième, puisqu'ils ont une bataille dans le deuxième, elle est juste bigger and louder, plus grande et plus bruyante. Et ça pousse les créatifs à aller chercher des trucs de dingue, c'est ça à un moment donné. Vous savez, dans mes critiques sur les films Avengers, j'ai souvent critiqué le fait que la production Disney flippait à chaque fois d'avoir les mêmes types de fins ou de séquences de film en film. Alors qu'en fait, non, il faut juste laisser l'équipe créative aller jusqu'au bout de sa singularité et laisser aller chaque film aller au bout de leur truc et pas sous-estimer ce que l'équipe créative suivante va être capable de faire. Et c'est un petit peu ce que Peter Jackson, par exemple, sur le Seigneur des Anneaux, a été capable de faire. Le cinéma, vous savez bien que je suis du genre à parler de cinéma singulier, à vraiment donner beaucoup d'importance à la singularité au cinéma. Mais le cinéma, c'est aussi un spectacle. Il faut qu'il y ait au moins une vraie sensation de climax, que ce soit un événement à chaque fois, la conclusion d'un film et la conclusion d'une saga. Et ça, pour le coup, ça marche très très bien.
Pareil, hein, quand un personnage meurt dans une bataille, il faut que ce soit un enjeu. Je reviens sur l'exemple de Lavande, mais elle est tuée de manière brutale et laide, ça c'est ok, je trouve que c'est plutôt cool, mais la mise en scène n'est pas au niveau. On a juste une sorte de, comme je disais, un contre-champ, une gestion de séquence qui est réglée en 3 plans. Je comprends qu'il faille aller vite, mais c'est pas un choix de mise en scène, ça c'est juste, on l'a mis, vous voyez. Ça aurait pu être enlevé du film et pas dérangé. Et bien cette sensation-là, ça prouve, quand vous avez cette sensation-là, ça prouve que le film manque de lien. Et souvent, quand un film est lié, on a du mal à enlever quoi que ce soit. C'est très compliqué. Si vous regardez Le Seigneur des Anneaux, il y a aussi des moments, je trouve, où il y a des moments qui ne devaient pas être forcément être là ou rester. Et si vous regardez le film et que vous enlevez ce moment, je suis sûr que vous constaterez qu'il ne manque pas. Mais heureusement, c'est pas la majorité des moments chez Peter Jackson. Mais je vais pas me concentrer sans arrêt sur Peter Jackson. Il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan, film un peu plus ancien, film sur le débarquement de Normandie de Spielberg, que je vous conseille, qui est notamment la scène de début du débarquement est dingue. On a ce fameux moment où tu as un personnage qui reçoit une balle dans le casque, qui enlève son casque en regardant en disant merde. J'ai failli me la prendre dans la tête, et puis t'as son copain à côté qui dit putain, toi t'as de la chance. Et juste après, il prend une autre balle dans la tête. Ça crée un enjeu visuel précis à cette mort, et ça augmente l'effet de danger du moment où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ? On connaît pas ce personnage, mais juste ce côté spectaculaire, tiré de vraies anecdotes d'ailleurs, de barbus, de gens qui ont fait le débarquement, qui avaient fait le débarquement, ça ajoute de la densité rien que parce que la mise en scène est au niveau, vous comprenez l'idée ? Et globalement, si je dois être clair, Yates a du mal avec les chorégraphies de bataille simultanées, et donc, je trouve, il choisit pas. Or, c'est très important dans l'équilibre de narration d'une bataille, de gérer l'équilibre de narration d'une bataille de masse, de choisir quand tout le monde est dans l'écran et fait des choses, et quand on est plutôt dans du tête-à-tête entre des personnages, tout en cherchant à rester crédible. C'est-à-dire, c'est classique une scène de bataille, on passe de protagonistes qui voient les choses de leur point de vue, qui combattent contre un mec, surtout quand c'est des combats, grosso modo, à main nue, ou des duels. Et on a un point de vue plus global et des plans avec plusieurs personnages qui agissent. Mais c'est toujours délicat d'avoir plus de 1, 2, voire 3 personnages à l'écran qui agissent. Or, chez Yates, ou c'est brouillon, ou on suit une personnage et ça devient académique, et tous les autres sont mis derrière des murs ou des... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment qu'une seule séquence, mini-séquence, où Harry, Ron et Hermione traversent le champ de bataille. Sinon, le reste du temps, on est sur d'autres personnages qui font des trucs, séparés les uns des autres par des cuts. Grosso modo, vous comprenez, même s'il y a des plans très spectaculaires par endroit, et comme par hasard c'est les plans qui durent qui sont spectaculaires dans ce contexte-là, parce qu'il laisse à la guerre prendre tout son enjeu, et le reste du temps on a vraiment cette sensation de cut, que chacun est cloisonné dans son coin. C'est pas ça une bataille de grande échelle. Et le meilleur exemple c'est la Mama Weasley contre Lestrange, qui arrive parce que il n'y a pas de justification que parce que ça doit bien arriver, la mort de Béatrice Lestrange, et puis c'est tout. De toute façon, les chorégraphies de combat, il faut que je modère un peu ce que je dis, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de corps en mouvement à l'image, donc c'est difficile à gérer. Et donc, d'un point de vue, il faut des points de vue extrêmement précis, mais ça doit être lisible, rythmé et intense, parce que la guerre, c'est dangereux. C'est très difficile à faire tenir. Les scènes d'action, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à tourner, parce que c'est chorégraphié au poil de cul quand on veut que ça marche à la seconde près, à l'image près. Excusez-moi, #vulgarité. Donc bref, je trouve que là, globalement, la bataille est intéressante dans Harry Potter partie 2, mais elle n'est pas aboutie. Je pense que vous avez compris l'idée, c'est encore trop décousu. Et autre élément aussi négatif, je trouve, dans ce film, c'est la mort de Voldemort, qui est aussi très peu climactique. Encore une fois, je vous renvoie à d'autres films, d'autres sagas, qui ont su, à un moment donné, donner une fin climactique, pas forcément à leur méchant, mais au moins au film. Le Seigneur des Anneaux, évidemment, avec la fameuse chute de la Tour de Sauron, Star Wars 6 avec la chute de l'Empereur, Indiana Jones et la dernière croisade, Retour vers le futur, bref, c'est des fins avec une image très forte et mémorable, parce qu'elle est unique et forte, et qu'elle symbolise, grosso modo, tout le film, ce que le film veut raconter. La chute de la Tour de Sauron, c'est le fait d'avoir détruit une sorte d'établissement du mal, c'est le symbole que le combat que les héros ont mené a réussi, ça a coûté très très cher, ça a été très difficile, et le fait qu'elle chute au ralenti, qu'elle explose, c'est vraiment pour savourer le fait qu'ils y sont arrivés, parce que ça a été très dur, et qu'on a senti la difficulté tout au long de la saga. La chute de l'Empereur, le fameux réacteur de Star Wars 6, c'est pareil, c'est arrivé au bout des 3 films, ils en ont chié, excusez-moi, l'Empereur là en a fait baver, il a fait des sacs de torture, il vient encore de faire de la torture psychologique juste avant sur Luke Skywalker.
Donc c'est symbolique aussi, c'est fort. Le plan est court, mais il y a une vraie ampleur avec la mort qui explose et tout derrière, vous comprenez l'idée. La chute du Graal dans Indiana Jones, c'est la même chose. C'est ce moment qui symbolise tout le film, le fait qu'il rencontre cette jeune femme, qu'il a fondant, mais qu'elle est complètement obsédée par le Graal. Et ensuite, son père est obligé de l'appeler Indy, à Indiana Jones, pour l'empêcher de se suicider en voulant absolument, en ayant ce virus de l'obsession du Graal. Et pareil, la chute du train dans... bien sûr, la fameuse poursuite du train avec Lara, et la chute du train dans Retour vers le futur, avec la fin avec Emmett, tout ça, c'est... Pareil, c'est le symbole du film aussi. C'est le temps est un train qui file à 100 à l'heure, et à un moment donné, il faut faire le choix de rester dessus, de descendre, il faut prendre son destin en main, si on veut être heureux. Et donc, Emmett doit faire le choix de vivre dans le passé, entre guillemets, avec cette femme, parce que c'est la femme de sa vie, point barre. Et c'est pour ça qu'il a créé la machine, c'est pour ça que la machine avait du sens dans son existence à lui. Ça conclut complètement son histoire, et ça conclut clairement l'histoire de Retour vers le futur de manière très belle. Et pareil dans Terminator 3, avec John et Catherine Hélène qui sont sauves, mais pas le reste du monde, etc., etc. C'est ça une fin marquante, c'est ça une fin climactique, vous comprenez l'idée ? Et même dans mon dernier exemple, je sais qu'il n'est pas trop apprécié, je trouve que ça a une force de choix et de mise en scène qui en dit long sur le discours du film. La mort de Sauron devait symboliser tout ce qui était dans le film, comme je disais, donc dans les faits, en fait. Et l'histoire dans Harry Potter, l'histoire de Voldemort et sa mort, elle est claire et nette. On a le dernier Horcrux qui est tué, donc Voldemort perd le contrôle et son sort revient sur lui. Ok, on le sent, on le voit, c'est clair. Mais l'image est molle et courte, c'est trop rapide et sans panache. Pour donner une fin qui est similaire mais que je trouve fonctionne mieux, c'est celle de Thanos qui lui aussi s'effrite dans Avengers Endgame, en grosso modo, #spoiler, désolé, hein, en grosso modo en fumée. Et il a ce moment où il a le temps de se tourner, de mettre à genoux à terre, d'admettre qu'il a perdu, d'être triste, d'être... Vous voyez ce que je veux dire, de se rendre compte qu'il a échoué, d'être déçu, machin. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, et cette image est vraiment un climax inversé du film précédent. Il meurt en dernier avec tristesse et noblesse. C'est un plan qui est marquant. Et in fine, Voldemort, je trouve que c'est presque... En le tuant comme ça, on a presque l'impression que c'est un prétexte à Harry pour les Harry Potter. Dans le livre, il me semble qu'il est beaucoup plus que ça, notamment dans Harry Potter 6. C'est pas dans les films, mais visiblement, il a toute son histoire. C'est un personnage beaucoup plus compliqué, visiblement. Alors du coup, je pose la question, est-ce que c'est simplement c'est parce qu'il était mal adapté et qu'ils se sont rendus compte au montage qu'ils pouvaient pas lui donner cette importance-là ? Je sais pas, j'ai pas lu, mais je pense vraiment qu'ils ont raté l'effet climatique qu'ils cherchaient à faire. Alors, évidemment, je chipote pas mal d'une certaine manière, parce que je vais être clair, ça reste une conclusion de saga sympa et amusante, malheureusement trop rarement touchante, mais le gros point fort qui sauve les meubles, c'est Rogue. C'est romantique, c'est beau, c'est très mouvement. Alan Rickman était le meilleur, hein, was the best. Donc heureusement qu'il y a cette séquence-là, parce que sinon ça aurait été très, très moyen, hein, ce Harry Potter. Alors, je vais résumer ma critique clairement. Le film veut surtout conclure, selon moi, la saga avant d'être un film en soi. Et du coup, il ne sait pas quoi mettre en emphase le plus. Est-ce que c'est les personnages principaux ? Est-ce que c'est la mort de Rogue ? Est-ce que c'est la bataille qui est l'enjeu ? Est-ce que c'est la mort de Voldemort ? Enfin, on sent qu'il y a vraiment à un moment donné une indécision. Alors, clairement, en mettant Rogue dans le premier plan du film, dans la toute première scène du film, il dit clairement que c'est Rogue du point de vue de la réalisation. Mais le reste du film et la fin ne dit pas ça. Même quand Harry parle à son fils qu'il a appelé Severus, disant c'était l'homme le plus courageux que j'ai connu, il a fait partie des 2 hommes les plus courageux que j'ai connus, ça manque de profondeur par rapport à ce qu'est l'histoire de Rogue, tout le romantisme qu'il y a autour. Il aurait fallu quelque chose autour de la mère d'Harry, plus que de lui qui rassure son fils en lui disant qu'il lui a donné le prénom. Ça manque, c'est un peu sec, vous voyez ce que je veux dire ? Mais au final aussi, et ça je peux le comprendre, c'est difficile de centrer le film sur Rogue parce que c'est 8 films sur Harry Potter, mine de rien. C'est Harry Potter les tiers des films, c'est pas des films sur Rogue. Et j'ai l'impression que du coup que la réalisation ne savait pas enfin le fait que les réalisateurs ne savaient pas que Rogue serait si important avant le dernier film, avant l'avant-dernier film, je trouve que ça a handicapé l'écriture et la mise en place de ce climax final. Alors, je dois le dire quand même, l'histoire de Harry, elle est bonne. Hein. L'Horcrux qui se sacrifie, l'Horcrux malgré lui qui se sacrifie, je trouve que c'est bien amené. Ça aurait dû être pour moi le pinacle du film. Or, visiblement, moi et plein d'autres se souviennent surtout de la mort de Rogue
dans le dernier film, donc c'est visiblement le meilleur personnage de la série pour beaucoup de gens, beaucoup de gens, c'est celui qui est le mieux écrit au cinéma. Donc voilà, on a quand même franchi un cap émotionnel où le film est mal équilibré, parce que c'est pas Harry qui nous marque le plus, et on est quand même dans la saga Harry Potter. Et après, j'insiste, c'est souvent ça dans les sagas, le héros n'est pas forcément le personnage le plus intéressant, notamment parce qu'il est souvent trop parfait, qu'il manque souvent d'aspérité. Mais ici, je trouve que ce fait-là déséquilibre vraiment l'histoire. Rogue devient le personnage intéressant de la série des Harry Potter, et quand on remate les films, on s'intéresse à lui très fortement. Donc voilà, j'ai fini ma conclusion sur ce Harry Potter partie 2. On va entamer la conclusion de toute la saga, oui. La conclusion ultime finale, on va régler le problème une bonne fois pour toutes. Allons-y. Eh ben, clairement, Harry Potter, c'est une saga passionnante en termes de cinéma. Moins en termes de film en soi, parce que voilà, je trouve que techniquement, il y a 4 films sur 8 qui sont vraiment des films, mais encore je modère parce que les films de Columbus, le 1 et le 2 que je mets dans ces 4 films, me semblent avoir plutôt mal vieilli pour différentes raisons. Ils sont quand même des films pour enfants sur certains points dans le mauvais sens, même si je trouve que par exemple La Chambre des Secrets est vraiment bien pour le coup. Et si vous vous posez la question de savoir les 2 autres films que je considère comme vraiment étant des films en soi qu'on peut regarder seul, plus ou moins bien, il y a au-dessus de tous, il y a Le Prisonnier d'Azkaban, que je trouve qui est clairement le meilleur, en termes de film, j'insiste, et Harry Potter et Le Prince de Sang Mêlé, qui pour le coup est vraiment très intéressant, qui fait des choix très forts en excluant Voldemort de la narration le plus possible, qui se reconcentre sur Harry, la chasse aux Horcruxes avec Slughorn, et c'est très 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 intéressant, ça marche bien. La fin aussi est plutôt bien avec la séquence, je sais qu'elle est diminuée, je l'ai déjà expliqué dans ma critique, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la séquence où Harry et Dumbledore vont chercher le premier Horcrux, ou plutôt le deuxième, c'est une très belle séquence, même s'il y a des... Elle aurait pu être beaucoup plus forte, mais c'est plutôt une belle séquence. Et la conclusion avec la mort de Dumbledore, évidemment, est très marquante. Bref. Mais je pense que le fait que 4 films sur 8 aient pu réussir à être grosso modo assez singuliers, à vivre assez seuls, c'est déjà une vraie réussite, sachant qu'en plus, la plupart des réalisateurs, à part David Yates sur les 3 derniers films, ou la moitié, grosso modo, sur les 2 derniers films et demi, naviguaient à vue. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient, où ça allait se finir. Alors, pour l'autre petite parenthèse, le box-office, les films qui ont le plus marché, c'est le premier et le dernier, et la plupart d'entre eux ont fait des bons scores. Celui qui a fait le moins bon score, c'est Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Donc, mon jugement est pas du tout celui du grand public en termes d'achat de tickets, alors j'ai envie de dire... Il est possible que je ne comprenne rien, que ce que je raconte c'est des conneries, et que j'ai rien compris au Harry Potter, c'est possible. Alors voilà, je partage avec vous, j'espère que ça vous plaît, et que vous m'écoutez pas pour vous dire mon Dieu qu'est-ce qu'il est idiot, ce serait dommage, mais je dois garder dans un coin de ma tête que c'est comme, pour moi c'est pas les meilleurs films qui ont marché le mieux dans la saga Harry Potter, donc peut-être que j'ai rien compris, c'est possible, je ferme la parenthèse. Dans la conclusion globale de la saga, j'aimerais aussi dire que Harry Potter 4, Harry Potter et la Coupe du Feu, est un vrai potentiel gâché, et je trouve que c'est mon grand regret de la série, c'est le film qui aurait dû cartonner, avec la naissance du désir, avec des triangles amoureux où les personnages sont pas heureux, avec le tournoi des sorciers, avec le retour de Voldemort, bref, il y avait tellement de choses pour que ce film soit incroyable, et au final c'est un film assez plat émotionnellement, et qui arrive que par très rares moments à exprimer la complexité de la naissance des émotions chez des sentiments amoureux chez les ados, et ça c'est les pré-ados, et ça, je trouve que c'est un vrai échec. Là, pour le coup, Mike Newell peut se mordre les doigts, il y avait vraiment quelque chose de très beau à faire. Même en ne sachant pas où ça allait, ce film aurait dû être bien, bien meilleur. C'est pour moi le film qui a raté le coche du potentiel de ce qu'il avait entre les mains. L'autre chose dont je voulais parler rapidement sur la saga, la conclusion de la saga, c'est la valse des réalisateurs. Je comprends l'idée, et quelque part, ça a plutôt bien marché jusqu'à Quaron. Mais après Newell, pour moi, l'arrivée de David Yates symbolise vraiment la mise en place presque d'un yes man à la tête du projet, parce que visiblement Mike Newell a quasiment abandonné sur le tournage, d'après ce que j'ai pu trouver comme info, qu'il en avait marre un peu, que le tournage était un peu trop gros, et que du coup ça explique beaucoup de facilité qu'il a eu au tournage, et beaucoup de choses qu'il a un petit peu fait à la va-vite. Je vous renvoie à ma critique, vous verrez plus précisément ce que je veux dire, mais grosso modo cette valse des réalisateurs, je trouve qu'elle se finit avec Yates, et c'était peut-être pas le meilleur choix, mais c'était le choix le plus adapté à J.K. Rowling, je reviendrai là-dessus aussi. Donc sur la plupart des réalisateurs de la série, je trouve globalement Yates a réussi à s'en sortir qu'à moitié, pour moi c'est qu'à 50%, Mike Newell s'est complètement planté, et Alfonso Cuarón et Chris Columbus ont servi des films à proprement parler. J'aime moins ce qu'a fait Chris Columbus, je trouve que
Alfonso Cuarón avait beaucoup mieux compris le ton d'Harry Potter 3 notamment, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les réalisateurs suivants, évidemment hashtag Mike Newell sur Harry Potter 4, mais je crois que globalement, ils ont fait du bon taf parce que c'est une série qui est très regardable et qui reste encore plutôt liée visuellement, même si le prisonnier d'Azkaban est quand même bien différent visuellement des autres, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dans la nuit que les précédents. Autre conclusion qui est un peu un trou scénaristique qui pour moi reste une vraie question, surtout quand il y a 8 films et tellement de bouquins dessus, c'est que Poudlard me semble être une école dangereuse. Beaucoup trop dangereuse pour qu'il y ait des étudiants dedans, même dans un monde de magie un peu à la masse. On ne met pas des enfants dans un contexte pareil en danger. Ça vraiment, je n'arrive pas à y croire au bout de la saga. C'est vraiment invraisemblable. À partir du deuxième film, je me dis, mais aucun parent qui a entendu parler d'un truc pareil a envie de mettre son enfant dans une école ou rentrant dans une trappe, il tombe sur un chien géant. Enfin, je veux dire, c'est une école de magie, mais c'est des gosses, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas safe du tout. Il y a vraiment un problème avec la nature de Poudlard, je trouve. Et le fait qu'il n'y ait même pas une phase où ils étaient grosso modo en phase, comment dire, pas maternelle, mais école primaire, collège, où on les surveille plus, et ainsi de suite. J'ai pas eu cette sensation. Notamment parce que Harry, Ron et Hermione sont constamment confrontés à des dangers hyper forts. Donc pour moi, Poudlard, crédible en tant qu'école, non. En tant que lieu narratif pour plein d'histoires dingues, oui. En tant que de vraisemblance, je trouve que ça met un vrai coup. Maintenant, quand tu finis la saga, ça met un vrai coup à la vraisemblance de la série, je trouve. Ensuite, autre point sur la saga, toutes les musiques qui sont mythiques, que ce soit John Williams, Nicolas Hooper, si je dis pas de bêtises, et Alexandre Desplat notamment ont fait du super tough. J'ai bien aimé ce qu'a fait aussi Patrick Doyle sur Harry Potter et la Coupe de Feu, mais comme le film m'a moins marqué, j'ai été moins marqué par ces thèmes, mais je trouve que de ce que je me souviens, c'était du bon travail. Et par contre, Williams, Hooper et Desplat ont inventé des thèmes forts et mémorables tout du long. Je trouve que c'est une réussite épique. À part peut-être la musique de générique de fin de Harry Potter 6 qui est complètement hors sujet, où on sent vraiment qu'ils n'ont pas réussi à créer ou à trouver la musique qu'il fallait mettre à la fin. Yeatsman, j'ai envie de dire, oblige, mais je reviendrai là-dessus après. Mais globalement, c'est la grande réussite de la série Harry Potter, c'est que sur 8 films, le thème de John Williams revient, il est hyper bien. Les thèmes de Hooper sur les frères Weasley et sur Dolores Umbridge sont très très beaux, et ça fonctionne vraiment très bien. Et Alexandre Desplat qui amène beaucoup d'ampleur dans les derniers films avec ce très beau thème qu'il lance notamment Harry Potter 1, notamment quand Hermione oubliait de ses parents et s'en va, c'est très très beau avec cette montée en crescendo du super travail classique. Bref, la grosse réussite de la série Harry Potter, c'est les musiques qui sont toutes, je trouve, au niveau. Il n'y a vraiment qu'un petit faux pas à la fin du 6, mais globalement c'est du super taf. Quand tu sais qu'il y a 8 films, c'est vraiment très fort. Autre point, je trouve qu'il y a trop de films qui sont des épisodes dans cette saga, et donc il y a trop de personnages qui sont sous-exploités puis abandonnés. Que ce soit Dolores Umbridge qui d'un seul coup devient moins forte du 5, on la retrouve dans le 6, et d'un seul coup elle se fait... Non, dans le 7, elle se fait taser la face et c'est réglé, enfin voilà quoi, donc j'ai pas trop compris, je trouve que c'est pas très cohérent. Lucius Malfoy qui devient juste un trouillard, donc au final on a suivi ce mec un peu beaucoup pour ce qu'il a apporté, je trouve, il est un peu beaucoup à l'écran pour ça. Sirius qui est, je trouve, vraiment survolé, auquel je n'arrive pas à croire à sa relation avec Harry, mais vraiment que de très très loin. La maman Potter qui est aussi, qui devient d'un seul coup une sainte, et qui est une sainte de A à Z, qui n'avait aucun défaut, qui a aucune aspérité. Le père Potter qui est un connard, qui a aucune qualité, aucune aspérité, c'est juste un connard du début à la fin des films, etc. Ça enlève de la densité à la narration, et c'est dommage d'avoir traité ça comme ça, à différents niveaux, ça a enlevé de la qualité à la continuité certes, mais surtout au film en soi, à chaque film en soi. Heureusement aussi, il y a de vraies réussites dans le développement des personnages. Je trouve que le trajet d'Harry, notamment, est bien foutu dans chaque film. Il devient de plus en plus sûr de ce qu'il est. Il gagne en confiance en lui, en intuition, malgré c'est un peu le syndrome de l'enfant star, quoi. Il finit par prendre confiance en lui, qu'après, il tombe sur quelqu'un qui l'aime et qui l'encourage. Et donc, il commence à faire preuve d'intuition et tout ça. Et quand je dis qu'il l'aime et l'encourage, c'est aussi bien Hermione que Ron, que ensuite Ginny. Oui, j'avais oublié dans les personnages ratés aussi, je dois le dire quand même, le personnage de Cho, qui est le love interest de Harry dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et j'avais expliqué à la fin du film de l'Ordre du Phénix, c'est quand même dingue, il considère que c'est une traître, il se rend compte qu'elle n'a pas trahi, mais on n'a même pas une image de résolution, grosso modo, il lui dit ça va, j'ai compris que t'avais fait une erreur, machin, blablabla, parce que c'est plus simple, comme ça il peut aller vers Ginny dans les films, mais c'est un vrai manquement, on a l'impression qu'Harry c'est un gros connard qui à la fin va pas s'excuser de l'avoir traité de traître et considérer qu'elle les avait trahis, de l'avoir envoyé bouler en mode tu nous as trahis, espèce de traîtresse, tu vois. Donc je trouvais ça vraiment aussi bancal. Bref, je ferme la parenthèse sur les personnages. Je dois quand même dire que Cho finalement on la revoit dans le set, tapait le dialogue, donc visiblement ça va mieux.
mais je trouve que c'est une vraie erreur aussi, c'est trop présenté comme quelque chose à résoudre dans Harry Potter 5 sans être résolu. Donc ça reste au rang des personnages que je trouve qui sont non pas forcément mal écrits, mais mal conclus. Vous voyez, il y a différents problèmes. Dolores Umbridge, elle est mal développée dans les films suivants, alors qu'elle était bien développée dans un film. Cho, elle a pas de conclusion, grosso modo, face à Harry. Harry se rend compte que c'est pas une traîtresse, mais il va pas s'excuser. Plein de choses comme ça qui font qu'on a des faiblesses narratives. Heureusement, comme je disais, certains personnages ont plutôt bien écrit. Harry globalement, son trajet est bon. Hermione aussi, qui est globalement très juste. Ron, qui par moments, je trouvais globalement un peu trop en retrait dans la saga, mais qui a de vrais bons moments. Avec notamment la partie de Quidditch où il devient un super gardien, là, parce qu'il a confiance en lui. Toute la passe avec la vente, qui est assez marrant. Le fait que dans le premier film il soit un champion d'échecs, c'est une chose qui revient jamais, mais bon, c'est dommage. Et puis différents moments dans les derniers films où on sent qu'il est devenu très adroit comme magicien, alors qu'au départ il y avait une sorte de running gag sur le fait qu'il était nul. À ce titre, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, le casting principal est impressionnant. Honnêtement, j'ai de l'admiration pour le Radcliffe, Grint et Watson. Respect. Ils ont vraiment grandi en devenant de vrais bons acteurs. Et même si j'aime un peu moins ce que propose Daniel Radcliffe, je trouve qu'ils font un super trio au final dans la série, et c'est un des points forts de la série, clairement. Ils arrivent à porter beaucoup de choses ensemble, mine de rien. Une fois que tu as vu tous les films. Bien sûr, il y a aussi le destin Rogue, le fait d'avoir tout ce suspense autour de Rogue. Est-ce qu'il est un traître? Tout le mystère de pourquoi il est comme ça? Et finalement, ça devient vraiment génial sur la fin. C'est le personnage réussi de cette saga. Dumbledore aussi, qui est plus complexe a priori. Même si par moment il est bizarrement cachetier, donc dans Harry Potter 6, où il prend des distances avec Harry. Et c'est pas toujours très clair pourquoi. Enfin, on comprend que c'est pour chercher des Horcruxes après, mais je trouve que c'est des choses qu'il aurait pu dire à Harry. Enfin bref, je suis un peu sceptique là-dessus. Mais globalement, on comprend aussi qu'après, il dit clairement à Rogue que Harry devra mourir, et finalement, ils se retrouvent tous les deux au paradis, et lui dit clairement qu'il doit retourner sur Terre, et qu'il était confiant que Harry y retournerait, enfin voilà quoi. Donc c'est plutôt des bons retournements de situation, et ça donne de la complexité à Dumbledore, qui était un petit peu trop le bon maître jusque-là. Le personnage de Remus aussi est très bien interprété par David Thewlis, très bon même quand moins présent. Je trouve qu'il est excellent dans toutes les séquences où il apparaît, ce mec qui fait vraiment du bon taf. Et c'est, je trouve, le prof qui a la relation la plus profonde derrière Dumbledore avec Harry, et ça marche vraiment bien. Après, il y a des personnages un peu plus secondaires, que ce soit Neville Londubat, Luna Lovegood, qui sont classiques, mais je trouve qu'ils sont bien admis, qui ont de belles résolutions. Drago Malfoy, qui reste correct. Globalement, on comprend un peu pourquoi il veut suivre ses parents, mais en fait, il a peur, ça lui ressemble pas, entre guillemets. C'est plutôt classique, mais je trouve que c'est bien amené. Même si l'acteur est moyen, etc., etc. Globalement, le développement des personnages est assez juste. C'est déjà un petit exploit, je trouve, sur 10 ans et 8 films. Ils ont fait le taf. Steven Kloves a vraiment taffé comme un fou, et ça se sent. Je dirais que un autre élément de cette conclusion, c'est le défi de la continuité sans film. Comment dirais-je le défi de finir, je me suis mal exprimé, le défi de tenir une continuité sans connaître la fin des livres, et ben c'est un truc que je trouve que globalement c'est plutôt pas mal, puisque les livres étaient finis je crois à partir de la fin ou du milieu du Prince de Sang-Mêlé, du milieu de production, et je trouve que les films sont plutôt cohérents sans savoir où ils allaient, ça c'est plutôt réussi aussi. La seule grosse erreur évidemment c'est le coup du miroir, qui est un vrai signe d'abandon de l'adaptation, pour une adaptation littérale, dû probablement à la fatigue aussi, mais je trouve aussi que c'est intéressant de savoir que c'est sous David Yates que ces choses sont arrivées, qu'on a pu à un moment dire écoute on lui laisse le miroir dans la poche, tant pis. Je pense que ça veut dire beaucoup notamment, et ça m'amène du coup à un autre élément après cette continuité qui est plutôt tenue, mais avec ce gros élément qui est un vrai du miroir qui est très discutable, c'est le fait que David Yates c'est pour moi un peu un yes man. Je trouve que dans aucun des films il a réussi à aller jusqu'au bout. Il y est presque dans le 6, mais il abandonne sur le dernier plan, et sur l'enterrement de Dumbledore, qui est un vrai échec, je trouve, d'adaptation. Mais pour le coup, il n'a jamais pu aller jusqu'au bout de son idée, je trouve, dans aucun des films. Il a toujours été rattrapé par du montage PG-13, des pressions X ou Y, et à mon avis, la production et J.K. Rowling voulait un réalisateur qui allait s'écraser face à cette pression-là. Et le résultat me donne l'impression vraiment que David Yates s'est écrasé quelque part au fur et à mesure des tournages, et qu'il a laissé de plus en plus de place à une adaptation un peu trop littérale de la série, jusqu'à ce fameux miroir qui est pour moi une erreur.
Parce que l'autre élément qui est lié à cet élément de David Yates, c'est je pense franchement que J.K. Rowling était trop présente. Je comprends qu'elle ait protégé ses films, les productions américaines ont prouvé qu'elle pouvait défoncer des films, comme je disais dans ma première critique, donc sur Harry Potter et à l'école des sorciers, les productions peuvent être terribles, donc c'est vachement bien pour un auteur d'être aussi présent, d'investir en tant que producteur et d'avoir son mot à dire, quoi. Mais j'insiste, je trouve qu'elle a été trop présente parce qu'un film, c'est pas un livre. Et c'est pas un épisode de série non plus. Pour moi, les rumeurs que j'avais trouvées à l'époque, pour la petite parenthèse, dont je retrouve plus la trace, du départ de Columbus ou de Quaron, parce qu'ils en avaient un peu marre de J.K. Rowling et s'entendaient pas avec, ça corrobore l'idée que Yates était le plus conciliant, pas forcément le plus talentueux, ni le plus jusqu'au boutiste. C'était le plus conciliant, celui qui voudrait travailler avec J.K. Rowling, faire les films plus dans son sens, quitte à faire des fins rustines séries télé, rajouter des éléments narratifs qu'on n'a pas eu avant, des trucs vraiment grossiers. Le coup du miroir, encore une fois, c'est vraiment très très grossier. Je ne connais personne avec qui j'avais vu le film au cinéma qui m'avait pas dit c'est quoi ce miroir, d'où ça vient, surtout qu'ils n'étaient pas fans de la série. Après, malgré tout ce que je viens de critiquer, Harry Potter restera un défi de cinéma dingue et une grande réussite commerciale. Et c'est pas démérité parce que c'est des séries qui se suivent. C'est une série de films qui se suivent vraiment bien, hein, du 1 au 8. Je trouve que on passe des bons moments. C'est globalement sympa à suivre. C'est grand public avec quelques rares moments de cinéma dans une série sur grand écran, et ça c'est plutôt cool. Pour la petite parenthèse, il y a eu le film, les 8 Harry Potter ont eu des nominations aux Oscars, mais ils en ont jamais gagné. C'est peu de jamais en gagner. Ils en ont eu 0, ce qui reste pour une aussi grosse saga, un vrai camouflet. En parallèle, le Seigneur des Anneaux a remporté énormément de prix artistiques, alors qu'ils avaient de gros défauts aussi, le Seigneur des Anneaux, il y avait de vrais problèmes par endroits. Mais grosso modo, le Seigneur des Anneaux avait réussi à ça parce que je pense qu'ils étaient allés un peu plus jusqu'au bout d'une adaptation, et je vous renvoie vraiment aux différentes making-of du Seigneur des Anneaux où ils parlent notamment d'adapter le livre et les choix radicaux qu'ils ont fait. Par exemple, se dire une bonne fois pour toutes, l'histoire centrale c'est Frodon et l'anneau, et c'est tout. Et tout ce qui ne s'y rattache pas directement ou indirectement sera viré des films. Et ben ça a allégé vachement, et ça a rendu les films bien meilleurs. Et ça les a rendus cohérents en tant que film et en tant qu'épisode de saga. Mais donc bref, le fait que les Harry Potter aient gagné 0 Oscar, pour moi c'est aussi un signe de manque de cohérence artistique de film en film, un côté super production qui navigue à vue. C'est jamais bien vu aux Oscars, ils veulent récompenser en général un artiste, et là en l'occurrence David Yates m'a pas donné l'impression au final dans ces films là d'avoir un vocabulaire visuel à lui. J'ai l'impression d'avoir vu des films efficaces, et je trouve que le dernier, Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie, est transparent par rapport à ça. C'est un signe de manque de cohérence, un signe de manque de force dans le fait d'imposer des choses à la production. Ce n'est pas facile, je fais mon malin, j'existe pas pour ces réalisateurs-là. Moi, je suis un réalisateur dans un Playmobil dans un évier, comme je dis souvent. Mais j'insiste, pour que ce genre de film fonctionne, il faut à un moment donné réussir à imposer son point de vue, imposer ce qu'on a envie ce qu'on sait qui fonctionne parce qu'on est réalisateur et pas producteur, ou scénariste, écrivain ou autre. Et là, je trouve que Yates a trop souvent abonné, trop souvent modéré ce qu'il faisait. Les fameux cuts à la fin, dans la dernière séquence de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, la séquence avec Dumbledore. Je vous conseille de voir cette séquence, vous allez voir à quel point c'est hors du vocabulaire du film, hors du vocabulaire de tous les autres Harry Potter. Bref, c'est une adaptation d'une séquence tournée complètement différemment pour que les producteurs flippent pas et que le film sorte en PG-13. Et ça, c'est un échec pour moi. Voilà, je crois que j'ai fini ma critique globale de toute la série Harry Potter. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Je rajoutais juste un petit élément pour l'avenir. Je me suis rendu compte en faisant cette critique que les Harry Potter pourraient être, selon moi, une super matière pour une série TV à gros budget. Je trouve vraiment qu'il y a encore des fans des films, donc il y aura encore plein de gens pour regarder la série télévisée. Les différentes séries télévisées qui sont sorties dernièrement ont montré à quel point elle mettait plus de budget, et quand elle mettait du budget sur des beaux trucs, ça donnait des trucs super. Walking Dead, Game of Thrones et ainsi de suite. Donc je verrais très très bien, mais alors vraiment très très bien, les Harry Potter devenir un phénomène télévisuel. Je trouve que ça correspondrait vraiment très bien à cet univers, au fait que chaque saison pourrait être une année à Poudlard. Ce serait encore une forme d'adaptation, mais je trouve que ça pourrait être très intéressant d'avoir une série télé Harry Potter, avec les 6 à 7 saisons pour à chaque fois un livre. Je trouve que ça fonctionnerait très bien, et en plus maintenant ils n'ont pas peur de faire des saisons entre les séries qui ont moins d'épisodes, la saison 1 à 6 épisodes, la saison 2 8, la saison 3 5, je trouve qu'ils n'ont pas peur de ça, et ça collerait encore très bien aussi avec l'épaisseur des livres, avec le geste d'adaptation et la densité que peut proposer les Harry Potter qui peut varier d'un livre à l'autre.
Voilà, on est au bout, je sais, c'est fou, hein. On y est arrivé. J'ai peut-être oublié des choses, c'est possible, ce serait dommage, mais après, moi, vous savez, j'ai pas peur de faire un podcast de 2 heures sur un film et de faire un erratum dessus. Hashtag Suicide Squad, hein, je vous y renvoie. Mais grosso modo, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la série Harry Potter, ça reste un défi incroyable. Respect à tous les réalisateurs, vraiment respect, chapeau bas, ils en ont chié, même bien sûr évidemment David Yates aussi, parce que ça reste une série très cohérente et globale. Globalement, ils ont tous été professionnels, ils ont proposé une série qu'on peut vraiment regarder comme liée, même si certains des films sont très singuliers. Et Dieu sait que même si je demande beaucoup de singularité, même dans une suite de films, j'attends quand même qu'une certaine cohérence les relie à un moment donné, et même si c'est un peu académique, un peu facile, les Harry Potter peuvent se regarder dans une traite sans se jurer les uns par rapport aux autres et continuer l'histoire. Je mets encore un peu derrière Harry Potter 4 et je mets un petit peu au-dessus Le Prisonnier d'Azkaban, mais bon, ça reste mon appréhension personnelle. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'est vraiment cool. Si vous aimez ce genre de rétrospective, n'hésitez pas à le dire. On va se faire la petite rétrospective de Noël sur Star Wars bientôt. Je ne devrais pas tarder à la commencer. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de À voir. Merci du fond du cœur de votre écoute, ça me touche énormément. J'ai eu des retours dernièrement, c'était vraiment super positif. On y va à fond. Je vais arriver, j'espère, début d'année prochaine avec des vidéos avec images. Et on se retrouve bientôt les amis, merci beaucoup pour un nouvel épisode de À voir ou de HO, un prochain podcast en tout cas. Salut les amis, ciao ciao.